Abandonner, jamais. Voilà le titre d'un livre qui en dit long sur l'état d'esprit de son auteur, Virginie Delalande. Virginie Delalande, c'est le destin d'une petite fille sourde profonde de naissance qui devient avocate, la première avocate sourde de France, puis conférencière, coach et animatrice de télévision. En 2020, elle fait partie des 40 femmes Forbes, mais surtout, elle est une source d'inspiration sans limite en raison de son intelligence, de son extraordinaire capacité à aller vers l'autre et de sa détermination à accomplir ce qu'elle a décidé en faisant fi de toutes les limitations. Je l'ai reçue en lui posant quelques questions qui, je l'espère, seront utiles à toutes les femmes, jeunes et moins jeunes, qui ont envie de réaliser leurs rêves, mais qui parfois sont en proie au doute. Voici Virginie Delalande. Virginie Delalande, bonjour. Bonjour. Il n'est pas toujours facile de trouver sa place dans le monde professionnel quand on est une jeune femme. Dans quel état d'esprit faut-il, selon vous, entrer dans le monde du travail quand on est une toute jeune diplômée ? Excellente question. J'aurais envie de dire qu'il faut être motivé, Oui. curieuse, passionné. Et il faut avoir envie de bien faire les choses. Alors pas dans le sens bon élève, mais dans le sens je veux apprendre, je veux comprendre finalement ce qu'il y a derrière la demande et quel est l'objectif en fait finalement du travail que je suis en train de faire. Parce que plus vite on comprend l'écosystème, plus vite on peut prendre le contrôle d'une certaine façon de la suite du parcours. Est-ce que l'ambition est le bon moteur pour atteindre la réussite professionnelle ? Alors je pense que clairement il fait partie des moteurs. En revanche, est-ce que c'est le seul ? Je ne suis pas sûre. Oui. Je pense que l'un des moteurs aussi qui fonctionne assez bien, c'est celui de la colère. Et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai eu un parcours. Oui, j'ai souvent eu le sentiment qu'on me mettait des barrières que moi-même je ne me mettais pas. Donc ça, clairement, c'est une source de motivation énorme. Et après, pour certaines personnes, il y a aussi répondre à des attentes familiales, sociales, sociétales. Et là où c'est un petit peu dangereux, c'est que parfois, ça nous amène dans des voies qui ne nous conviennent pas. Et au bout d'un moment, il y a une dissonance entre le choix qu'on fait et qui on est vraiment. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il s'agit véritablement d'une réussite professionnelle ? Parce que oui, c'est une réussite sur le papier. Mais est-ce que c'est une réussite personnelle ? Je ne sais pas. Est-ce que finalement, on pourrait dire ce que c'est pour vous que la réussite professionnelle ? Je pense que j'aurais envie de répondre que pour moi, aujourd'hui, la réussite professionnelle, c'est de s'éclater de son travail. Alors, si on peut gagner un peu d'argent avec, c'est bien aussi. Oui. Parce que, à titre personnel, je pense que ça fait partie en fait, d'un équilibre qu'on doit trouver. La réussite professionnelle, c'est aussi une profession qui répond à des besoins profonds. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de l'autre, de la rencontre, etc. J'ai besoin aussi d'échanges, j'ai besoin d'humain, d'amour, etc., de bienveillance. Donc je pense que aujourd'hui j'ai la chance de vivre tout cela et je vois bien à quel point ça change tout finalement. Quand on aborde sa semaine, on ne se dit plus je vais travailler. On se dit génial, une nouvelle semaine recommence. Est-ce que dès le départ, vous aviez conscience de vos besoins profonds ? Ah, mais pas du tout. Évidemment, ça fait partie des choses qu'on découvre en fait au fur et à mesure de son avancée en âge et en expérience. J'ai découvert mes besoins profonds parce que, évidemment, je suis passée par une phase un peu pas très fun dans ma vie, à savoir, j'ai fait une dépression. Donc, je suis sortie avec de l'aide et tout ça assez facilement. Et puis ensuite, j'ai subi un harcèlement professionnel qui m'a obligée à retravailler ça au quotidien. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait effectivement des besoins et que personne n'avait les mêmes besoins et que tant qu'on ne les connaissait pas, on ne pouvait pas faire exactement le bon choix, ce qui nous correspond dans notre vie professionnelle et personnelle. Et puis vous dites finalement à ces jeunes femmes, eh bien c'est pas grave, lancez-vous et puis on verra après. Ah mais absolument. Oui. De toute façon, je pars du principe que la vie est une expérience constante. Et chaque chose que nous vivons est faite pour nous permettre de progresser. Donc n'ayez pas peur en fait parfois d'avoir le sentiment de faire un pas en arrière, d'avoir le sentiment que ça ne se passe pas bien.
En fait, vous verrez avec le recul que vous en apprendrez forcément quelque chose qui vous fera gagner du temps pour la suite et prendre les bonnes décisions. Vous êtes sans doute l'incarnation idéale de ce que veut dire accomplir ses rêves. Malgré le handicap, malgré les gigantesques difficultés, vous avez obtenu votre diplôme d'avocat. Est-ce que pendant cette période de préparation longue pour accomplir vos rêves, vous vous êtes accroché à certaines figures, je dirais à certains modèles ? Alors, j'ai envie de répondre pas du tout. Oui. Mais il faut savoir que quand on a un handicap, surtout à l'époque à laquelle je suis née dans les années 80, il n'y avait pas de personnes en situation de handicap qui incarnaient la réussite professionnelle. Alors, on avait évidemment des personnes en situation de handicap dans tout ce qui est divertissement. Oui. Donc, la musique, la télévision, etc. Avec Mati, Hubert Montané, Jamel Debbouze. Mais ça reste, en fait, le plaisir, le divertissement. Et moi, j'étais plutôt partie dans une carrière, on va dire, corporate. Oui. Et là, il y avait beau chercher, impossible de trouver des modèles de référence. Donc, en fait, je fais partie des personnes qui ont plutôt eu le sentiment d'être des pionnières. Mm-hmm. Des personnes qui se sont dit, en fait, tout le monde me dit que c'est impossible. Mais moi, au fond de moi, j'ai le sentiment que ça ne l'est pas. Et si on essayait? Alors, évidemment, ce n'est pas facile. Oui. Parce qu'on a très souvent des moments de doute, des moments où je me dis, mais si finalement, ce n'est pas tout le monde qui a raison et moi qui ai tort. Sauf qu'à l'époque, j'étais très en colère. Donc, je ressentais à force ce sentiment de l'outil, ce sentiment que parce qu'on a un handicap, forcément, on hérite d'une étiquette qui nous réduit à notre handicap, qui nous réduit à un sentiment d'être incapable, d'être moins compétent, moins performant, moins ceci, moins cela. Et donc, je ne voulais pas être associée à ça. Et je pense que le fait d'avoir un petit peu d'ego, plus un petit peu de colère, fait que même si on n'a pas de modèle de référence, on avance. On parle souvent dans le monde du travail du fameux plafond de verre. Pour vous, ce plafond de verre, il était démultiplié. Quels sont donc vos conseils pour briser le plafond, dépasser, enjamber, atteindre ce qu'on veut atteindre ? Alors, le plafond de verre est un vrai sujet parce que finalement, quelle que soit la forme de diversité à laquelle on appartient, on a un sentiment à un moment donné de plafond de verre. Donc, à titre personnel, il y a celui d'être une femme, d'être blonde. Apparemment, pour certains, c'est un critère important aussi d'intelligence, et celui du handicap. Et c'est vrai que, en fait, il y a le sentiment que c'est surtout une question d'environnement. On a des personnes, en fait, qui nous font confiance, qui vont nous aider à monter vers le haut, et des personnes qui vont nous faire vivre le plafond de verre. Je pense qu'il est très important d'identifier le plus rapidement possible qui sont nos alliés et qui sont les personnes qui vont mettre des bateaux dans les rues. À titre personnel, j'ai eu très souvent, évidemment, des personnes qui m'ont mis des bateaux dans les rues, mais je fais partie des personnes qui ont du mal à rester dans le cadre et qui ont du mal à accepter finalement qu'on lui mette des barrières. Donc, j'ai toujours fait en sorte soit de retourner, soit de rester dans le cadre, mais de garder mes libertés dans ce cadre-là et de faire en sorte que la compétence soit tellement reconnue que finalement, il n'y a pas d'autre choix que de me faire progresser. Donc c'est compliqué parce que parfois, on peut avoir des endroits où, malgré tous les efforts, malgré toute la bonne volonté, on a quand même un plafond de verre parce que pour les gens, ils n'ont jamais envisagé de donner des responsabilités à une personne en situation de handicap, par exemple. Ce n'est jamais arrivé, ils n'ont jamais passé, ce n'est même pas dans leur cadre de passé. Donc à ce moment-là, soit on leur assère cette nouvelle idée de la tête, parce qu'on le confronte en fait, on le met face à des situations, face à des paradoxes, soit on se dit, finalement, je ne suis juste pas au bon endroit. Ce n'est pas forcément le problème, c'est l'environnement, le contexte, etc. Et à ce moment-là, je prends la toilette. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mise à mon compte et qu'aujourd'hui, finalement, j'ai pris ma liberté. Mais justement, souvent, les femmes reprochent à leur environnement professionnel, à leur entreprise, de leur imposer une exigence supplémentaire. Elles doivent être meilleures encore, elles doivent être, comme vous l'avez dit, irréprochables. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Alors, parfois, on me pose la question de savoir si
c'est l'environnement qui la te donne ou si c'est elle qui passe Oui. l'environnement la te donne. Parce qu'à titre personnel, j'ai souvent eu ce ressenti. Et une fois que, évidemment, j'ai pris un peu de maturité, que j'ai côtoyé ces personnes qui me donnaient cette impression, je me suis rendu compte que personne n'était derrière moi particulièrement. Et c'était le fait que moi, je me donne cette exigence, le fait que je surperforme en ayant cette croyance qui a fait que j'ai fait la différence et que je me suis fait remarquer. Donc, c'est pour ça que quand on me dit ça, j'ai toujours en arrière-pensée cette interrogation. D'où vient cette injonction? Et que c'est une injonction personnelle liée à notre éducation, liée à notre vision du monde, ou est-ce que c'est une vraie injonction où on nous le demande formellement? Et il y a assez peu de droits où on nous le demande formellement. Dans tout ce que vous nous dites, en fait, on entend une chose. Il faut arrêter d'écouter les croyances. Alors, je pense qu'il faut surtout éviter d'avoir des suppositions permanentes. Oui. Ça fait partie des 4 fameux accords Toltec. Et quand j'ai découvert cette maxime-là, ça a changé ma vie. Mais que je passais mon temps à essayer de comprendre le cadre dans lequel il fallait être, de me conformer, en gros, de me plier en 4, 8, pour essayer de rentrer dans ce rond alors que j'étais à carré ou la varse. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, non, mais en fait, je vais arrêter de me prendre la tête, de ruminer, de ressasser, de faire des scénarios, etc. Je vais plutôt poser des questions. Et si je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème et j'attends que les autres en aient un et m'en parlent. Et finalement, le fait de réagir de cette manière-là a énormément simplifié ma vie et mes relations avec les gens, puisque je n'étais plus dans une sorte d'observation méfiante. Aujourd'hui, il confiance en moi, j'avance. Et si je vois qu'il y a un souci, effectivement, on peut les choses sur la table. Mais dans la tête, à vivre, ça change tout. Les médias, les réseaux, tout ça donne de très belles histoires. Et vous êtes une très, très belle histoire. Mais il y a quand même la question du découragement qu'on doit poser. Quels conseils donnez-vous à celles qui se découragent à un moment donné? Je pense que j'ai envie de partager le fait que derrière les belles histoires, il y a forcément du découragement. Oui. En fait, c'est complètement humain, c'est complètement normal. Et souvent, que les gens voient, c'est la surface émergée de l'iceberg. C'est une fois que la personne a réussi, une fois qu'elle est arrivée au bout de sa quête. Mais pour arriver justement au résultat, il y a tout un cheminement personnel. Et ce cheminement personnel, évidemment, est très loin d'être linéaire. Et malheureusement, nous ne sommes pas dans une société qui valorise finalement le chemin. Oui. Elle valorise plus davantage le résultat. Or, c'est le chemin le plus intéressant, mais qu'on s'aperçoit avec un petit peu de maturité, un petit peu d'expérience et parfois de murs de la figure, que finalement, ce sont les expériences, ce sont les difficultés qu'il faut que finalement on en ressort plus fort. C'est ce qui nous prépare à la réussite de demain. Donc, il est presque envie de dire, finalement, derrière chaque réussite, allez plutôt chercher le chemin. Et surtout, poser la question à des personnes qui font preuve de sincérité radicale. Pas des personnes qui veulent enlever l'histoire et vous dire « Ah oui, non, mais tout est parfait dans le plus beau des mondes. » Allez vraiment voir les gens qui veulent vous dire « Bah oui, effectivement, j'ai réussi, mais pour y arriver, je suis passé par là, etc. » Et vous allez vous apercevoir que, effectivement, c'est parfois affaire de chance. Mais c'est souvent beaucoup la conséquence d'actions qu'on a initiées en ayant très très peur au départ. Je se dis, oulala, je suis dans le vide, et puis on verra bien comment ça va se passer. On retiendra cette belle expression, chercher le chemin. Un grand merci à vous, Virginie Delalande, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Avec grand plaisir, à très bientôt.